J'ai su que quelque chose n'allait pas dès qu'il est arrivé avec ce sourire. Pas le genre de sourire chaleureux que l'on donne à quelqu'un qui nous a manqué. Non, un sourire travaillé, tendu, qui s'arrête aux lèvres sans jamais toucher les yeux. Je m'appelle Madeleine Grimaud. J'ai 79 ans, veuve depuis plus de 10 ans. Et jusqu'à récemment, je croyais avoir élevé mon fils avec les bonnes valeurs. Pas un ange, non, mais un homme correct. Ce que je m'apprête à raconter, je ne pensais jamais l'admettre, pas même à moi-même. Mon propre fils a essayé de vendre la maison où je vivais encore, sans mon accord. Et le plus dur, c'est que j'ai failli le laisser faire. La maison est située dans un quartier calme de la périphérie de Nantes, dans une rue bordée de platanes où les pavés parlent du temps ce qui passe. Nous avons acheté le terrain en 1972 quand mon mari, Étienne, est revenu d'un chantier naval à Saint-Nazaire avec cette idée fixe, bâtir quelque chose de durable, de solide. Nous n'avions pas grand-chose à l'époque, juste quelques économies et une volonté immense. Il a dessiné les plans sur un vieux cahier d'écolier, posé les fondations avec l'aide de 2 amis, et pierre par pierre, on a monté notre foyer. Et ce foyer, c'est devenu ma boussole. Chaque rainure dans le parquet, chaque fissure dans le crépi a son histoire. La trace sur la plinthe près de la cuisine, c'est quand Rémi, notre fils, a foncé avec son petit vélo. La tache dans la moquette de la chambre d'amis, du sirop de grenadine renversé pendant une cérémonie du thé improvisée avec ma petite fille, quand elle avait 4 ans et m'appelait Reine Mémé. Pour les autres, la maison est vieillotte, les volets grinçants, la toiture a vu de meilleurs jours. Mais moi, je la connais par cœur. Même après la mort d'Étienne, je n'ai jamais envisagé de partir. Je sais où sont les courants d'air en hiver, les coins d'ombre en été. Et surtout, chaque recoin m'a connue en retour. Rémi, lui, ne venait que rarement. Il est agent immobilier maintenant, toujours bien habillé, toujours pressé. Ce jour-là, il a franchi le seuil avec des échantillons de peinture, des catalogues, un ordinateur sous le bras et un enthousiasme qui m'a un peu désarmée. Il m'a parlé de valorisation du patrimoine, de modernisation bénéfique pour la succession. Pour une fois, il semblait vraiment investi. J'ai voulu y croire. Je me suis dit que peut-être, pour une fois, il ne venait pas pour arranger les choses à sa façon, mais pour renouer. J'ai cru ça pendant 15 minutes. Puis il a ouvert son ordinateur. Rémi n'a jamais su rester en place. Même enfant, il courait toujours un peu plus vite que les autres, comme s'il avait peur que quelque chose lui échappe. Cette impatience, il l'a gardée, cultivée même. Alors je n'aurais pas dû être surprise que, dès que j'ai hoché la tête à l'idée de rafraîchir un peu la maison, il ait agi comme si je lui avais donné carte blanche. Le lendemain, il est revenu avec des échantillons de parquet, des brochures brillantes, des mots en anglais glissés dans ses phrases comme des promesses. Il les a déployés sur la table de la salle à manger comme un général déroule ses cartes. Il appelait ça la Bombas première phase, avec un sourire trop bien poli. J'ai laissé faire, j'ai écouté. Les noms des peintures me donnaient presque le vertige. Brume d'ivoire, nuages d'ardoise, lignes sauvages. Rien qui ressemble à une vraie couleur, rien qui respire la chaleur. On ouvre l'espace ici, a-t-il dit en pointant une maquette du salon sans les vieilles étagères. Et si on recule ce mur-là, tu verras la lumière du matin jusque dans la cuisine. Son ton était celui d'un professionnel, rapide, maîtrisé. Pas celui d'un fils dans la maison où il avait grandi. J'ai regardé le mur. C'est là qu'Étienne accrochait les photos d'anniversaire, une pour chaque année, toujours avec le même cadre bancal. Rémi ne semblait même pas avoir remarqué qu'elle n'était plus là. Je lui ai demandé ce qu'il prévoyait à l'étage. Il m'a répondu sans lever les yeux. Pas grand-chose. Nouveau carrelage dans la salle de bain, moquette à remplacer. Les jeunes n'aiment plus les fibres épaisses, maman. J'ai acquiescé. Je n'étais pas prête à dire non, même si tout en moi me disait de ralentir. Il avait l'air si confiant, si sûr de ce qu'il faisait. Une partie de moi avait envie de croire que c'était peut-être sa façon de revenir, de tisser un nouveau lien. Je me suis dit que peut-être il avait besoin de ce projet autant que moi j'avais besoin de sentir de la vie dans la maison. Il parlait souvent des petits-enfants, de ce qu'ils penseraient, de ce que ça leur laisserait plus tard. Il parlait de valeur, de rendement, de visibilité sur le marché. À un moment, il a dit « C'est un cadeau pour la famille, et tu sais ». Et j'avoue que ces mots-là, je les ai laissés entrer. Ils sonnaient doux.
Alors j'ai accepté. Les échantillons, les devis, même le retrait temporaire de la balançoire du Porsche, ça m'a brisé un peu, mais il m'a promis que tout était réversible. Tu ne vas pas en croire le avant-après, m'a-t-il dit, comme dans ces émissions où l'on transforme les maisons pour la caméra. Mais ce n'était pas ce qu'il faisait qui m'inquiétait, c'était ce qu'il ne disait pas. J'ai attendu, pendant des jours, qu'il s'arrête un instant, qu'il s'assoie près de moi, qu'il me demande ce que j'en pensais vraiment. Ce moment n'est jamais venu. En quelques jours, la maison ne me ressemblait plus. Des ouvriers entraient comme s'ils avaient toujours eu le double des clés. Ils ne sonnaient pas. Ils me saluaient poliment en m'appelant Madame, puis se mettaient au travail sans attendre. L'un mesurait les encadrements de fenêtres, un autre prenait des photos du vieux poêle en fonte. Rémi allait et venait parmi eux, tel un chef de chantier, parlant fort, donnant des instructions d'un ton assuré. On aurait dit qu'il dirigeait quelque chose qu'il n'avait jamais eu besoin de mériter. Moi, je restais dans la cuisine. Je faisais des madeleines le premier jour, des sablés le suivant, pensant que peut-être l'odeur du beurre chaud ou de la cannelle réveillerait en lui un souvenir. Il me remerciait à peine, les yeux rivés à son téléphone. Je restais assise à la table, observant les ombres bouger dans les pièces voisines. Les murs me semblaient plus minces, comme si la maison elle-même retenait sa respiration. La peinture fut la première chose à changer. Des gris pâles, des blancs cassés. Aucune couleur qui réchauffe. Le neutre, ça se vend mieux, m'a dit Rémi quand j'ai demandé si on pouvait garder le verre sauge du petit salon. C'était la pièce préférée d'Étienne. Il y lisait le journal après le dîner, les pieds posés sur le tabouret, toujours en fredonnant un air de Brassens. J'ai songé à insister, mais Rémi avait l'air si sûr, si déterminé. Je n'avais pas l'énergie de me battre. Quand le nouveau parquet fut posé, Rémi revint avec une photographe. Une femme élégante, chaussée de bottines en cuir et équipée d'un appareil massif pendu au cou. Elle photographia le couloir d'entrée, la cuisine, le jardin, mais ignora soigneusement la salle de couture. C'était la seule pièce que j'avais demandé à laisser telle qu'elle. Mon coin à moi, mon refuge. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû remarquer la façon dont il orientait les photos, ses échanges à voix basse avec la photographe à propos de luminosité naturelle et de mise en valeur. Mais j'étais fatiguée, et peut-être qu'une part de moi ne voulait pas encore voir ce qui se tramait déjà dans mon dos. Les soirs, je restais allongée dans mon lit, les yeux ouverts, écoutant les bruits nouveaux de la maison, le grincement d'une planche mal fixée, le silence là où résonnaient autrefois les voix. Rémi partait toujours avant la tombée de la nuit, promettant de revenir dès l'aube pour la suite. Il parlait souvent de phases, comme si tout cela avait été pensé ensemble, à deux. Mais ça ne l'avait jamais été. Je le suivais à distance, un pas derrière, acquiesçant à des choix que je ne comprenais pas, validant des décisions que je n'avais pas prises. Je me répétais que ce n'était que temporaire, de simples ajustements. Jusqu'à ce qu'un après-midi, j'ouvre la porte en pensant recevoir un colis et que je me retrouve face à un couple souriant, un dépliant à la main. La femme m'a demandé le plus naturellement du monde si c'était bien ici la visite libre. J'ai souri mécaniquement. Je lui ai dit qu'elle devait se tromper, mais au fond, je savais qu'elle ne se trompait pas. Après leur départ, j'ai refermé la porte doucement et je suis restée là, sans bouger. Le dépliant était encore dans ma main. La photo de ma propre maison s'y étalait, brillante et mise en scène, avec une légende en lettres épaisses. Belle opportunité de rénovation, quartier recherché. Une ligne vantait même la petite lumière traversante, comme si le soleil faisait désormais partie du prix. Je me suis assise sur les marches de l'escalier, là où j'avais souvent noué les lacets de Rémi quand il était petit. La rampe de bois semblait étrangère sous ma main. J'avais la bouche sèche, mais je n'ai pas bougé. Je regardais ce papier glacé, essayant de comprendre à quel moment exactement les choses avaient basculé. Quand Rémi est passé ce soir-là, je ne l'ai pas accueilli à la porte. Je suis restée dans le salon, le dépliant posé bien en vue sur la table basse. Il est entré comme à son habitude, lançant un « Salut maman » avec cette légèreté feinte qu'il utilise quand il espère que je ne poserai pas trop de questions. Mais j'en ai posé. Il y a eu un couple ici aujourd'hui, ai-je dit calmement. Il venait pour une visite. Il s'est arrêté net dans l'encadrement de la porte. Un instant, j'ai cru qu'il allait nier.
Puis il a haussé les épaules, jeté ses clés sur le comptoir et dit, presque détaché: « J'allais te le dire. Je voulais juste voir si ça attirait du monde. Tu m'as bien dit que je pouvais rénover, non? C'est le moment de passer à plus simple, maman. Je t'ai trouvé un super appart près du tram, tout de plein pied. Tu vas adorer. » Il avait l'air si sûr de lui, comme s'il parlait d'un déménagement prévu depuis toujours. Je l'ai regardé longuement. « Tu as mis la maison en vente, Rémi, alors que j'y vis encore. » Il a levé les mains, à moitié sur la défensive, mais toujours avec ce sourire qui cherche à séduire plutôt qu'à s'excuser. « Ce n'est pas grave, on n'a encore signé avec personne. Et puis, franchement, tu ne vas pas pouvoir rester ici éternellement. Il faut penser à la suite. Je t'aide. Tu le vois bien, non ?» Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé aller au bout de ses phrases toutes prêtes, ses formules bien rodées qu'il utilisait pour convaincre ses clients. Quand il s'est enfin tu, j'ai simplement dit « Laisse-moi y réfléchir cette nuit. » Il a paru soulagé. Il m'a tapoté l'épaule comme on félicite un enfant qui fait un effort. Puis il est sorti sur le perron pour téléphoner. Je l'ai entendu rire, marcher en rond, tandis que je restais là, immobile dans le fauteuil, les mains croisées sur les genoux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté les craquements familiers de la charpente, les soupirs discrets de la maison. Étienne disait toujours qu'une maison a sa propre voix, si l'on prend le temps de l'écouter. Et ce que j'ai entendu cette nuit-là, c'était un avertissement. Au matin, l'oreiller était humide, bien que je n'ai pas versé une larme. C'était autre chose, un poids que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis redressée lentement, les articulations raides d'avoir trop pensé sans bouger. La lumière filtrait à travers les volets en lames inclinées. La maison était silencieuse, comme figée dans l'attente. Je n'ai pas préparé de petit déjeuner. Je n'ai pas plié le linge ni ouvert les rideaux. Je me suis dirigée vers le combiné mural du couloir et j'ai composé le numéro de Margot. Margot et moi, on s'est connus il y a plus de 30 ans au club de lecture de la médiathèque municipale, à l'époque où nos enfants faisaient encore du vélo dans les ruelles. Elle avait été clerc de notaire pendant presque toute sa vie active, une femme précise, discrète, toujours attentive aux détails. Même à la retraite, elle n'avait rien perdu de sa vigilance. Elle a décroché d'une voix claire et posée. Je lui ai tout raconté. J'ai essayé de faire court, mais les mots m'ont échappé, emportés par cette colère retenue que je n'avais pas su nommer. Elle n'a pas dit grand-chose au début. Elle a écouté, et c'était déjà énorme. Quand j'ai parlé du couple à la porte, de l'annonce imprimée, de la désinvolture de Rémi, elle a poussé un soupir à peine audible, mi-consterné, mi-protecteur. « Tu as toujours l'acte de propriété ?» a-t-elle demandé. La question m'a frappée comme une cloche. Oui, je l'avais. Je le gardais dans le tiroir du vaisselier, celui où je range aussi les papiers d'assurance et les anciennes factures EDF. Je ne l'avais pas ouvert depuis la mort d'Étienne. Mes doigts tremblaient en soulevant le dossier. Margot attendait en silence, au bout du fil. Mon nom. Aucun autre. Je l'ai relu une seconde fois, puis une troisième, plus lentement. Je n'avais jamais cédé la moindre part à Rémi. Aucun usufruit, aucun démembrement, rien. « Tu es encore l'unique propriétaire », m'a confirmé Margot. C'est une bonne nouvelle, mais cela ne m'a pas soulagée. Au contraire, une sensation de vertige m'a saisie. S'il n'avait aucun droit légal, comment avait-il pu faire publier une annonce? Margot m'a demandé si j'avais signé quelque chose récemment. J'ai repassé les dernières semaines dans ma tête. J'avais validé des choix de couleurs, des plans de cuisine. Rien d'autre, aucun mandat, aucun contrat. Margot a soupiré. Alors il a falsifié ta signature. Le mot était lourd, trop vaste pour ma cuisine. J'ai regardé autour de moi, ma théière ébréchée sur la gazinière, les rideaux brodés à la main, l'agenda ouvert sur la table, et j'ai compris que mon fils m'avait trahi de sang-froid. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas appelé je n'ai même pas eu envie de pleurer. Ce que j'ai ressenti, c'était une sorte de calme glacial, comme un ciel trop clair avant l'orage. J'ai remercié Margot, puis j'ai appelé un avocat. Le cabinet de l'avocate se trouvait rue Paul Bellamy, entre une petite clinique dentaire et un fleuriste discret. Je n'y avais pas mis les pieds depuis que nous avions rédigé, Étienne et moi, notre testament, une éternité plus tôt. À l'époque, tout semblait simple.
On avait la maison, on avait Rémi, et on croyait encore que les choses se transmettaient dans la confiance. L'avocate s'appelait Maître Léger. Elle portait des lunettes à monture fine et parlait avec une clarté que j'ai tout de suite appréciée. Je lui ai tendu l'acte de propriété et j'ai raconté toute l'histoire, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Elle a écouté, posé quelques questions techniques, puis hoché la tête comme quelqu'un qui a déjà vu bien trop de cas similaires. Elle a retrouvé l'annonce sur un portail immobilier. Elle me l'a montré sur son écran. Mon adresse, mes volets bleus, ma cuisine photographiée sous le meilleur angle, chaque pièce comme figée dans un décor sans âme. Même la vieille balançoire avait été remise en place, repeinte et suspendue, comme pour enjoliver la mise en scène. Je me suis sentie glacée. Le descriptif évoquait une propriété vacante et un vendeur motivé vacante. Comme si j'étais déjà partie. Il a déposé un mandat avec une signature falsifiée, a dit calmement Maître Léger après avoir analysé les documents. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un délit. J'ai hoché la tête. Les mots avaient beau être clairs, je peinais encore à comprendre comment mon propre fils avait pu se permettre cela. Ce n'était plus une question d'incompréhension, c'était une violation. Nous allons envoyer une mise en demeure immédiatement, a-t-elle ajouté. Je contacterai également le site et l'agence. Dès qu'ils verront qu'il n'a aucun droit, ils retireront l'annonce. Tout est allé vite. En 48 heures, l'annonce a disparu. Les photos ont été retirées. Le téléphone a cessé de sonner. Plus de couples curieux au portail. Plus de tracts dans la boîte aux lettres. La maison a retrouvé son calme. Moi aussi. Rémi a découvert la nouvelle ce soir-là. Je ne lui avais rien dit. Quelqu'un d'autre a dû le prévenir. Car peu après la tombée du jour, mon téléphone s'est mis à vibrer. Son nom s'est affiché. Je n'ai pas répondu. Le premier message était sec. Il me demandait pourquoi j'avais saboté tout ce qu'il avait mis en place. Il parlait d'humiliation, de réputation. Le deuxième, 1 heure plus tard, avait changé de ton. Il me traitait d'ingrate, disait que je ne comprenais pas ses intentions, que tout ce qu'il faisait, c'était pour moi. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis j'ai supprimé le message. Le troisième est arrivé peu avant minuit. Sa voix y était presque douce. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal, que j'étais en train de tout gâcher, que les familles doivent rester unies. Je n'ai pas rappelé, je n'ai pas répondu le lendemain, ni le surlendemain. À la place, je suis restée dans le salon, entourée de mes livres, du silence retrouvé et de la peinture fraîche. Et j'ai commencé à penser à ce que je ferais maintenant, à moi seule. La maison paraissait différente à présent, pas parce que les travaux s'étaient arrêtés, ni parce que les visiteurs avaient cessé de passer. C'était autre chose, une sorte de calme nouveau, un silence débarrassé du doute. Je n'avais plus besoin de me convaincre qu'il y avait peut-être une bonne intention cachée dans tout cela. Je savais. Et ce savoir, douloureux qu'il soit, m'avait rendu lucide. J'ai écouté chaque message vocal une seule fois, puis je les ai supprimés. Aucun n'en valait la peine. Je ne les ai pas enregistrés. Je ne les ai pas retranscrits. Je ne les ai pas fait entendre à Margot ni à l'avocate. Ce n'étaient pas des preuves. Ce n'était que du bruit. Des mots jetés pour me ramener dans l'ombre, pour me faire douter de moi. Rémi passait d'un ton à l'autre comme on change de masque. Tantôt furieux, tantôt blessé, tantôt mielleux. Mais le fond restait le même. Il voulait que je cède. Pas une seule fois il ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une fois il ne m'a demandé ce que j'avais ressenti en découvrant son mensonge. Il voulait juste savoir pourquoi je compliquais les choses, pourquoi je ne me montrais pas raisonnable, pourquoi je refusais ce qu'il présentait comme un cadeau. Je reconnaissais cette voix, celle d'un homme qui croit encore qu'on lui doit l'obéissance, simplement parce qu'il a parlé fort et souri au bon moment. Je l'avais trop souvent entendu dire qu'il faisait tout pour le bien des autres, comme si cela le dispensait de demander leur avis. Assise dans ma cuisine, devant la théière cabossée qu'Étienne m'avait offerte après que j'eus brûlé la précédente, je repensais à lui. Il aurait été bouleversé, lui aussi, mais il aurait su garder sa dignité. Il ne m'aurait jamais poussé à quitter cette maison par intérêt. Il aurait dit, doucement mais fermement, que certaines choses ne se vendent pas. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Le lierre sur la balustrade se balançait doucement dans l'air du soir. Il grimpait comme pour retenir les murs, comme pour garder le foyer entier. Pendant des années, j'avais craint qu'il abîme les pierres.
À présent, j'avais envie de croire qu'il les protégeait. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien brisé. Ce que j'ai ressenti, ce n'était ni de la rage ni de la tristesse. C'était une clarté calme, un genre de certitude. Je suis allée dans le bureau, j'ai ouvert le tiroir du secrétaire ancien, celui avec la poignée en porcelaine, et j'ai sorti mon carnet de notes. J'y ai noté une liste en colonnes serrées. Association pour personnes âgées, coordonnées bancaires, avocat spécialisé en transmission, résidence alternative. Je n'avais jamais envisagé de tout reprendre à zéro à mon âge, mais j'étais prête. Le lendemain matin, j'ai rangé les draps, arrosé les plantes, puis appelé l'association dont Margot m'avait parlé. Une voix douce m'a répondu. Elle s'appelait Élise. Plus jeune que je ne l'imaginais, mais avec une écoute attentive, précise, sans empressement. Je lui ai raconté mon histoire, sans détour. La maison, la falsification, l'annonce retirée de justesse. Je lui ai dit que je ne voulais pas garder la maison par vengeance. Je voulais partir, mais à mes conditions. Élise ne m'a pas interrompue. Elle posait des questions utiles, jamais curieuses. Qu'est-ce que je cherchais exactement? De quoi avais-je besoin pour me sentir libre, en sécurité? Je lui ai répondu que je ne voulais pas d'un appartement en ville, impersonnel et lustré. Je ne voulais pas d'un espace où les murs résonnent du silence des autres. Je voulais de la lumière, un coin pour lire, une fenêtre donnant sur quelque chose de vivant. Elle m'a parlé d'un habitat partagé pour femmes retraitées dans les hauteurs du Massif central. Pas une maison de retraite, non. Une communauté discrète, autogérée. Chacune y avait son espace, mais les repas pouvaient se prendre ensemble, le jardin était collectif, les décisions se prenaient autour d'une table. Plus elle m'en parlait, plus je pouvais l'imaginer. Un lieu sans artifice, un endroit où personne ne m'attendrait au tournant pour savoir à qui j'allais tout laisser. L'après-midi même, j'ai repris rendez-vous avec Maître Léger. Cette fois, je savais ce que je voulais. Je ne voulais ni louer ni dépendre de quiconque. Je voulais vendre, mais proprement, sans lien avec Rémi, sans qu'il puisse intervenir ou contester. Alors elle m'a proposé de créer une fiducie. L'argent de la vente y serait placé à mon nom inaccessible à quiconque. J'ai accepté immédiatement. La maison serait mise en vente par une agence neutre, loin du réseau de Rémi. Pas d'astuce, pas de fausses promesses. Juste des papiers clairs et une séparation nette. Quand les documents furent prêts, j'ai signé. Mon poignet n'a pas tremblé. Je n'ai pas hésité. Pendant plus de 40 ans, cette maison m'avait appartenu sans partage. Elle m'avait abrité dans le chagrin, dans la vieillesse, dans le silence. Aujourd'hui, elle allait abriter quelqu'un d'autre. Mais cette décision, je l'avais prise debout. Je n'ai rien dit à Rémi, je ne lui ai pas écrit, je n'ai pas laissé de message. Il finirait par l'apprendre. Et quand ce moment viendrait, il n'aurait plus rien à revendiquer, il ne resterait plus aucune faille dans laquelle s'engouffrer. Ce soir-là, je me suis installée sur la terrasse avec un verre de citronnade. Le lierre bougeait doucement dans l'air tiède. Je l'ai regardé en silence. La maison était à nouveau tranquille. Cette fois, ce n'était pas une fin. C'était un début que j'avais trop longtemps reporté. Le camion de déménagement est arrivé un lundi matin. L'air était frais, le ciel dégagé, baigné de cette lumière pâle qui précède les grandes décisions. J'avais empaqueté mes affaires lentement, jour après jour, non pas par nostalgie mais par respect. Chaque objet avait eu son temps, chaque livre, chaque photo encadrée, chaque assiette ébréchée avait traversé ma vie. Tous n'allaient pas venir avec moi, et c'était bien ainsi. Une fois les cartons chargés, j'ai demandé au déménageur d'attendre un peu. Je voulais faire un dernier tour de la maison, seule. J'ai commencé par le garage. La lumière y était douce, filtrée par les petites vitres que personne ne lave jamais. Étienne disait que c'était l'endroit idéal pour lire, à condition de rester immobile. Je me suis penchée sur l'établi, puis sur le sol en ciment. Les noms étaient encore là, gravés à la main avec un tournevis le jour où nous avions coulé la dalle. Madeleine, Étienne, Rémi, 9 ans. J'ai posé ma main sur les lettres et laissé les souvenirs couler sans lutter. Dans la cuisine, je me suis arrêtée près de la cuisinière. L'odeur du pain grillé et de la cannelle s'y attardait encore, comme un écho discret.
Je me suis souvenue des matins d'école, du lait qui déborde, du bruit des cartables. À l'époque, je trouvais cela épuisant. Maintenant, j'aurais voulu les figer. Le couloir grinçait toujours au même endroit. Je n'ai pas évité les planches. Je voulais entendre chaque craquement, sentir le bois céder sous mes pas une dernière fois. Le salon, lui, respirait encore les Noëls passés, les puzzles inachevés, les conversations feutrées après les repas. Derrière le rideau, au-dessus de la cheminée, il y avait encore le clou où pendait autrefois notre photo de mariage. À l'étage, je me suis arrêtée devant la salle de couture. Je n'y avais rien touché. Je voulais que celle qui viendrait après moi décide quoi faire de la laine, des rubans, des petits pots de boutons classés par couleur. Ce n'était pas un abandon, c'était une passation. Je suis redescendue lentement, le cœur paisible, je me suis approchée de la fenêtre de l'entrée. Le lierre courait toujours le long de la rambarde frémissant dans le vent. On aurait dit qu'il disait au revoir. J'ai fermé la porte sans la claquer, puis j'y ai collé un mot, plié avec soin. Quand je suis montée dans la voiture, le chauffeur m'a demandé si j'étais prête. J'ai hoché la tête. En quittant la rue, je n'ai pas regardé en arrière. Pas par force, mais parce que je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais à dire à cette maison, je l'avais déjà murmuré en traversant ces pièces. Ce qui m'attendait désormais m'appartenait entièrement. Rémi est venu 2 jours plus tard, une fois les papiers signés, la fiducie établie et les clés remises à l'agence mandatée. Je n'étais plus là pour le voir, bien sûr, mais Clara, ma voisine d'en face, m'a tout raconté. Elle habite cette maison depuis presque aussi longtemps que moi. Elle voit tout, entend tout, sans jamais se mêler de rien. Sauf quand ça compte. Elle m'a dit que Rémi était arrivé dans sa voiture noire, celle qu'il gare toujours en biais, comme si elle valait mieux que les lignes peintes au sol. Il en est sorti d'un pas vif. Costume impeccable, téléphone collé à l'oreille, il s'est dirigé vers la maison comme s'il allait récupérer ce qui lui revenait. Mais la porte ne s'est pas ouverte. La serrure avait été changée. Le paillasson avait disparu. Les rideaux étaient tirés. Clara a observé depuis sa fenêtre. Elle m'a dit qu'il avait toqué 3 fois, puis tenté la poignée, puis reculé d'un pas. Il regardait la façade comme un homme qui ne comprend pas qu'on lui ait fermé l'accès, comme si quelque chose lui avait échappé, comme si cette maison qu'il croyait pouvoir manipuler lui faisait soudain face. Il a fait les 100 pas, puis il a vu l'annonce sur la vitre, celle posée par l'agence indépendante. Pas de photos retouchées, pas de jargon flatteur, juste une fiche sobre, sans son nom, sans mention de son réseau. Puis il a vu le mot. Celui que j'avais laissé coller à la porte d'entrée, une simple feuille blanche écrite à la main, pas une déclaration dramatique, juste ce qu'il fallait. « Ce n'était pas à toi de vendre, avec tout mon amour, maman. » Je l'avais plié soigneusement. J'avais choisi un papier épais, solide, pour qu'il tienne, même si le vent se levait. Clara m'a dit qu'il l'avait lu, puis relu, sans le déchirer, sans le froisser. Il l'avait juste gardé entre les doigts un instant, immobile. Il est remonté dans sa voiture sans un mot. Il n'a pas démarré tout de suite. Il est resté là, moteur éteint, le regard fixe. Puis il est reparti, lentement, sans colère visible, sans bruit, comme quelqu'un qui comprend enfin qu'il ne pourra pas revenir en arrière. Il ne m'a pas appelé, pas ce jour-là, pas les suivants. Et je ne l'attendais pas. Mon silence n'était plus une attente. C'était un choix. Un espace que j'avais enfin vidé de ce qui me rongeait, un espace que j'étais prête à remplir autrement. Le premier matin dans mon nouveau chez-moi, je me suis réveillée au son du vent dans les pins. Aucun bruit de circulation, pas de tondeuse, pas d'enfant criant derrière une clôture. Juste le vent, souple et régulier, qui passait à travers les branches comme une caresse attentive. Je me suis assise dans le lit, le dos droit, et j'ai laissé le silence s'installer. Il n'était pas vide. Il était plein de promesses. Le lieu était encore plus paisible que ce qu'Élise m'avait décrit. Une petite coopérative perchée au-dessus d'un village discret du Massif central, loin des vitrines et des vitrines. Ici, rien n'était brillant, mais tout était vrai. Mon logement était simple. Une chambre lumineuse, un coin lecture près de la fenêtre, une petite cuisine aux murs clairs. Les meubles, je les avais choisis pour leur calme, pas pour leur valeur. 3 cadres, quelques livres, une plante verte. Juste l'essentiel. Personne ici ne m'a demandé pourquoi j'étais venue seule.
Personne ne m'a interrogé sur mes enfants, sur ce que je laissais derrière moi. Les femmes ici avaient, elles aussi, des histoires pleines de silence. Certaines cuisinaient pour deux, même seules. D'autres cultivaient leurs souvenirs dans des cahiers à spirale. Elles me saluaient d'un sourire en passant. Une m'a tendu un plant de lavande sans rien dire. Une autre m'a invitée à la partie de belote du jeudi soir. Les après-midi, je les passais sur la terrasse commune, un carnet sur les genoux. La montagne, en face, se dessinait comme un dos endormi, parfois brumeuse, parfois découpée. Je me suis remise à écrire. Pas une lettre, pas un message, juste des phrases pour moi, des recettes de famille, des souvenirs d'Étienne, des pensées que je n'avais jamais formulées à voix haute. J'ai cru au début que j'écrivais pour Rémi, mais en tournant les pages, j'ai compris que je n'écrivais pas pour qu'il comprenne. J'écrivais pour ne plus attendre qu'il le fasse. Il y avait une petite bibliothèque à l'étage du bâtiment principal, un espace sans prétention, rempli de romans oubliés et de dictionnaires usés. J'ai demandé si je pouvais aider à trier les livres. On m'a confié la clé sans poser de questions. J'y passais des heures, classant, réétiquetant, respirant le papier vieilli comme on respire un souvenir sans l'ouvrir. Le soir venu, je m'asseyais dans mon coin lecture avec une infusion à la main. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer l'odeur des pins et de la terre tiède. Je ne pensais plus à Rémi avec douleur. Il n'était plus une blessure, juste une trace, une marque ancienne dont j'avais cessé d'attendre la guérison. Et dans ce silence-là, je me suis retrouvée, pas comme avant, pas celle que j'étais quand Étienne vivait, ni la mère d'un fils pressé. Non, une autre version, une version paisible, une version entière. Je ne regarde plus mon téléphone en espérant un appel. Je ne scrute plus ma boîte aux lettres dans l'attente d'une lettre d'excuse qui n'arrivera jamais. Ce que j'ai maintenant n'est pas une revanche, ce n'est pas une victoire amère. C'est quelque chose de plus rare, la paix. Une paix construite lentement, douloureusement, mais solidement. Comme un mur qu'on relève brique par brique, avec des mains fatiguées mais décidées. La plupart de mes journées s'écoulent doucement. Je me lève sans réveil, je prépare mon thé, je lis sans regarder l'heure, je me promène dans les sentiers derrière la coopérative où les arbres poussent de travers, sans qu'on les taille, sans qu'on les corrige. Ici, personne ne vous demande à qui vous laisserez vos biens. Ici, on vous demande seulement comment vous allez. J'ai commencé à écrire mes mémoires. Rien de spectaculaire. Un simple carnet, un stylo qui glisse bien et une promesse de ne pas mentir. Pas de flatterie, pas de vengeance. Juste ce que j'ai vécu. Tout n'est pas sur Rémi. Il ne mérite pas toutes les pages. Certaines sont pour Étienne, d'autres pour la maison, d'autres encore pour la femme que j'étais quand personne ne me regardait. Je ne sais pas si quelqu'un les lira un jour. Ce n'est pas pour ça que je les écris. Je ne ressens plus le manque de la maison. J'ai cru que ce serait plus difficile, que les murs me manqueraient, que chaque marche grincerait encore dans ma mémoire. Mais non. Ce qui me manquait, ce n'était pas la maison elle-même, c'était la version de moi que j'y étais, quand Étienne y vivait, quand Rémi était encore un petit garçon qui me demandait de lui relire la même histoire 2 fois de suite. Mais cette version-là a eu sa place, elle a eu son temps. Ce que j'ai aujourd'hui n'est ni moins, ni un reste. C'est différent, c'est à moi. Je plante des herbes dans de vieux pots dépareillés. Je joue à la belote et j'oublie le score. Je ris quand une voisine me confond avec une autre. Je dis non sans me justifier. Je dis oui sans me sentir obligée. Et personne ici ne me demande pourquoi. Ma vie n'est plus un compromis. Elle n'est plus un bien que l'on négocie dans mon dos. Elle n'est plus un objet à transmettre, à décorer, à manipuler pour qu'elle vaille à elle plus aux yeux des autres. Elle est à moi. Pas pour servir. Pas pour justifier un héritage. Juste pour vivre.